Au niveau d'un État, il existe un budget, dit budget national pour être plus précis, parce qu'en réalité, il existe d'autres types de budgets qu'on retrouve dans des structures privées. C'est de ce budget que nous parlerons ce jour. En quoi consiste-t-il? Pourquoi son existence dans un pays ou même collectivité territoriale? Le point culminant de notre entretien portera sur l'impact de la politique budgétaire, sur le développement économique et social d'un pays. Bonsoir et bienvenue dans Jonction de l'économie mondiale. Alors, pour traiter ce sujet en un peu plus croustillant, nous recevons notre économiste et expert en intelligence économique, administrateur général des services financiers Option Trésor, spécialiste et expert en matière des balances de paiement, expert évaluateur national formé par le GIABA en collaboration avec le GAFI. Monsieur Nozon Faustin, merci d'être là. Vous allez bien? Très bien. Alors, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous parlerons de l'impact de la politique budgétaire sur le développement économique et social d'un pays. Mais c'est quoi un budget? Alors, un budget, c'est l'ensemble des recettes et des dépenses qu'on peut réaliser au niveau d'un pays, d'une entreprise ou d'un individu. Alors, la période, c'est généralement un an. Et au niveau d'un État, on parlera de budget national. Et bien évidemment, il existe plusieurs sortes de budgets. Le budget peut être déficitaire, c'est-à-dire les dépenses sont supérieures aux recettes. Le budget peut être équilibré. On a les recettes qui sont égales aux dépenses. Et le budget peut être excédentaire. C'est bien entendu le cas où les recettes sont supérieures aux dépenses. Mais il y a une chose qu'il faut retenir. Déjà, c'est que le budget, il est prévisionnel. Voilà, on parle d'argent, c'est vrai, mais l'argent n'existe pas. D'aucuns pensent que c'est peut-être parqué quelque part. Tout à fait. Non, il n'en est rien du tout. C'est une simple prévision qui peut se réaliser ou alors qui peut ne pas se réaliser. Vous avez dit que les recettes, également les dépenses, sont prévisionnelles, mais à quel moment elles deviennent définitives, ou on va dire effectivement définitives? Ben là, ça, c'est à la fin de l'année. C'est-à-dire lorsqu'on a exécuté totalement le budget. J'avais dit que le budget était prévisionnel. Et donc, après exécution du budget, parce qu'il dure 12 mois, et à la fin des 12 mois, on essaie de revoir combien on a eu réellement en termes de recettes et combien on a eu en termes de dépenses. Cela permet de corriger les chiffres prévisionnels. Et je vous le disais tantôt, le budget, il est annuel. Ça, c'est le principe d'annualité. Mais il y a aussi le principe d'unicité. Il est présenté dans un document unique afin d'éviter les dispersions de l'information. Il y a aussi ce qu'on appelle l'universalité, c'est-à-dire que toutes les recettes doivent servir à payer toutes les dépenses. Et puis, il y a aussi un autre volet qu'on appelle la spécialité, c'est-à-dire tout ce qui est crédit budgétaire alloué à une dépense ne peut être utilisé que pour cette dépense-là. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur le budget d'État. Vous parlez des principes du budget. On va revenir sur quelques aspects que vous avez cités à l'instant. Mais dites-nous, c'est quoi la source du budget national? La source du budget national, si vous voulez, là on est en train d'entrer dans un volet qui nous permet de mettre en relief tout ce qui est ressources budgétaires. Et il y a deux parties généralement. Il y a une partie recettes qu'on appelle les recettes fiscales, c'est-à-dire celles qui relèvent de la fiscalité, et puis les recettes non fiscales. C'est-à-dire toutes les recettes ne sont pas forcément des recettes fiscales. Lorsque vous entrez par exemple dans un musée, ce que vous payez, ça rentre dans le compte de l'État bien sûr, mais cette recette-là n'est pas une recette fiscale. Par contre, celle qui relève du fisc, des impôts, c'est une recette fiscale. Il y a aussi les droits des douanes. Ce sont des droits qu'on paye au niveau des douanes. Et puis le budget aussi national, il y a un volet qui concerne les emprunts. Voilà, les emprunts, ça fait bel et bien partie de tout ce qui est recette. Voilà de quoi relève ce budget. On peut aussi enchaîner avec l'autre volet,
qui est le budget de fonctionnement et d'investissement. Et bien entendu, si on a un budget où on parle de recettes, il faut bien qu'il y ait une autre partie qu'on appelle les dépenses. C'est à cause des dépenses qu'on met beaucoup l'accent sur les recettes. Ok. On peut revenir sur les principes dont vous parliez pour les définir. On parle là des principes de l'unicité, je pense bien, c'est ce dont vous parliez. Ah oui, j'en ai cité beaucoup tout à l'heure. J'ai parlé d'annualité, pour vous dire que le budget ne peut pas faire plus de 12 mois. J'ai parlé aussi de l'unicité, c'est-à-dire qu'il est présenté dans un document qui est unique et pour éviter les dispersions de l'information. Et puis ensuite, il est universel, hein, c'est-à-dire toutes les recettes doivent servir à payer toutes les dépenses. Et puis ensuite, il y a le volet spécialité. Et les crédits budgétaires qui sont alloués, comme je le disais tantôt, à une dépense ne peut être utilisée que pour celle-ci. Voici quelques principes budgétaires. D'accord. Monsieur Nozon, on va aller de manière pragmatique hein, pour ce citoyen lambda qui nous regarde. Comment ça se fait précisément? Il y a un projet d'État. On alloue un budget pour justement réaliser ce projet. Comment ça se passe précisément? Ce que vous devez retenir, c'est qu'il y a des périodes. Et au niveau des différents ministères dans le monde entier, ce sont ces périodes-là qui sont consacrées au budget de l'État, c'est-à-dire à la mise en place du budget, qui réellement est prévisionnel. Alors on essaie, dans ce cas bien précis, de voir toutes les structures de l'État, tous les ministères concernés, chacun à son niveau, devrait dépendre d'un budget, qui est un budget de fonctionnement et puis pourquoi pas un budget d'investissement ou d'équipement. Donc c'est fort de toutes ces prévisions-là que les services de l'État se réunissent sous l'égide généralement du ministère de l'économie et des finances ou du budget pour pouvoir élaborer le budget national. Est-ce que le budget national est pratiquement pareil que le budget des collectivités territoriales? Oh, ce ne sont pas les mêmes budgets. D'accord. Alors, les collectivités territoriales, c'est vrai que ce sont des structures d'État. Il y a les mairies, il y a les régions et autres, qui sont, elles sont indépendantes, ces collectivités. Ce sont elles-mêmes qui fixent le niveau de leur budget. Et il faut dire que ce sont des structures qui dépendent aussi des dotations budgétaires dans le cadre de leurs recettes. Voilà, donc le budget national est bel et bien différent du budget des collectivités territoriales. Elles ne dépendent pas, on va dire, les budgets des collectivités territoriales ne dépendent pas du budget de l'État. En fait, au niveau du budget de l'État, il n'y a pas un volet collectivité territoriale. Mais il y a quand même un volet dotation budgétaire des collectivités territoriales. C'est une manière pour l'État d'aider ces collectivités. Sinon, elles-mêmes, elles ont leurs ressources propres. Oui, lesquelles déjà? Les mêmes que, mais pas forcément les mêmes que l'État. Il y a des structures au niveau de certaines mairies, certaines régions qui payent des impôts directement aux collectivités territoriales. Donc, elles ont leurs recettes fiscales, ils ont des recettes qui leur sont propres. Et ces collectivités aussi s'endettent. De la même manière que l'État s'endette dans le cadre du déficit budgétaire. On allait y venir, mais je crois que je vais en parler en même temps. Oui, allez-y. Vous voyez, lorsque vous êtes au niveau d'un budget national, ce n'est pas toujours que ce budget est équilibré. Généralement, la plupart des budgets nationaux sont des budgets au niveau desquels les dépenses sont largement supérieures aux recettes. Parce que les dépenses sont des dépenses d'investissement, c'est des dépenses de développement. Et il va sans dire que ces dépenses-là, ce n'est pas toujours que l'État a les moyens nécessaires pour pouvoir les faire. Alors, il y a un déficit qui est autorisé, voilà, j'allais dire dans pratiquement tous les pays du monde. Et ce déficit-là est de 3%. C'est-à-dire que vous pouvez vous endetter à hauteur de 3%. Voilà, de votre PIB. Voilà, le PIB, c'est la richesse nationale. Voilà, donc, lorsque vous vous endettez à hauteur de 3%, cela vous permet d'équilibrer votre budget qui, au niveau duquel les dépenses étaient supérieures aux recettes.
Donc, vous allez rattraper ces dépenses-là pour pouvoir mettre sur pied vos politiques en matière de développement économique et financier. Alors, qui parle d'augmentation des dépenses, parle justement de la gestion du déficit public. Vous en parlez, mais en quoi consiste-t-elle réellement? Oui, c'est ce que je disais tantôt. Le déficit public ne devrait pas dépasser 3% du PIB. Et ça, ce sont des options qu'on reconnaît sur le plan international et qui sont appliquées par tous les pays, j'allais dire, du monde. Lorsque vous dépassez 3%, c'est que vous n'avez pas respecté les principes budgétaires. Et les 3% relèvent d'endettement, en quelque sorte. Et vous voyez, lorsque vous mettez sur pied votre budget, il y a certaines valeurs, certaines options qu'il faut respecter. Et ça dépend de vous. Et si vous voulez une politique de relance, vous allez mettre sur pied un budget qui est expansionniste. Voilà, expansionniste, cela veut dire que vous allez rechercher des investissements ailleurs. Et logiquement, ces investissements devraient se retrouver au niveau du déficit budgétaire. Les 3% qui sont mis sur pied par les options au niveau national ou alors international. Et cela veut dire quoi en réalité? 3% de déficit budgétaire, on les retrouve où? En économie, on les retrouve au niveau de la demande globale, c'est-à-dire la consommation plus l'investissement. Lorsque vous voulez profiter des 3% de déficit budgétaire, c'est que vous voulez augmenter vos dépenses en matière d'investissement. Et augmenter les dépenses en matière d'investissement, cela veut dire que vous voulez augmenter votre demande globale. Et l'augmentation de la demande globale devrait avoir un impact positif sur le niveau de la consommation. Voilà. Donc si vous augmentez cette demande globale, ben, il va sans dire qu'elle aussi, elle aura une répercussion sur le niveau du solde du commerce extérieur. Alors, les deux augmentations vont entraîner une variation positive de la production nationale. Et qu'il parle d'augmentation positive de la production nationale, parle d'un taux de croissance macroéconomique qui augmente, voilà, qui devient important. Et un pays où la croissance est effective, où on a un taux de croissance qui avoisine peut-être les 3, les 4, les 5, ou même les 10%, c'est que c'est un pays qui tend à se développer. Parce qu'on ne va pas rester sur la croissance. On va mettre aussi l'accent sur ce que donne la croissance effectivement. Si on vous dit 5% du PIB, cela veut dire que vous pouvez multiplier les 5% par le PIB et vous aurez alors le niveau requis en termes financiers. Et c'est ce niveau requis en termes financiers qui permet au gouvernement de mettre sur pied des politiques de développement. D'accord, on va chiffrer, vous étiez en train de donner des chiffres en matière de taux de déficit public au niveau des grandes puissances. On va prendre par exemple les États-Unis. Les États-Unis, en fait, d'abord les États-Unis, c'est un peu plus de 6%. Je crois qu'ils vont à 6,7 ou 8%. Et même l'Union européenne, c'est un peu plus de 3%. La France, c'est un peu plus de 5%, ils vont jusqu'à 5,9%. C'est des pays comme le Japon qui respectent le déficit budgétaire. Ils sont à 2,1%, je crois. Et ça, je crois, c'est l'année dernière, en 2024. Et puis, il y a aussi la Russie, qui est à près de 1,7%. Donc, le constat qu'on peut faire, c'est que la plupart des pays développés ne respectent pas le niveau de déficit budgétaire. Comment on peut l'expliquer? Je l'ai dit ici, les pays les plus endettés sont les pays les plus riches. Voilà. Ils ont besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir mettre sur pied leur politique de développement. C'est vrai que quand vous prenez un pays comme les États-Unis, ils ont le PIB le plus élevé au monde. Mais en même temps, c'est le pays le plus endetté aussi. On a fait sur ce plateau un constat et on a constaté effectivement que plus les pays s'endettent, plus ils se développent. Vous voyez un peu la place de l'Afrique. Par rapport à ces pays, l'Afrique est moins endettée. Justement, donc l'Afrique est moins développée. Et pourtant, on dit qu'au niveau de l'Afrique,
l'endettement a atteint un certain paroxysme. Tout à l'heure, nous parlerons de l'Afrique, justement, en parlant des taux de déficit public. Parlons de l'aspect des excédents budgétaires. J'allais même parler un peu du taux de déficit public moyen au niveau de l'Afrique. Moyen, d'accord. Bon, il est supérieur à celui des États-Unis. Il va à plus de 7% voilà, du PIB. C'est pour vous dire que, voilà, c'est vrai, l'endettement est quand même de taille en Afrique. Mais l'objectif qu'on pourrait rechercher au niveau des pays africains, c'est d'utiliser encore cet endettement pour asseoir véritablement leur développement. C'est vrai qu'ils le font, mais il faudrait qu'ils le fassent encore davantage. Vous avez parlé des excédents en matière de budget de l'État. Oui, il y a certains pays, je crois comme le Danemark, où l'excédent avoisine les 4%. Et il y a d'autres pays aussi qui viennent emboîter le pas. Ouais, l'Islande et autres. L'Islande, c'est aussi un peu plus de 4%. Il y a Chypre, je crois, qui ont aussi un excédent budgétaire. En tout cas, le Portugal aussi, je crois que c'est dans l'ordre d'à peu près 1%. Mais c'est pour vous dire que les pays où il y a un excédent budgétaire ne sont pas nombreux dans le monde. La plupart des pays, justement, observent ce que j'appelle un déficit budgétaire. Mais ce n'est pas une mauvaise chose d'observer un déficit budgétaire. Si les États-Unis eux-mêmes, qui sont le pays le plus puissant au monde, ont un déficit budgétaire qui dépasse les 6%, et cela veut dire tout simplement qu'il y a une corrélation positive entre l'endettement et la richesse nationale. Alors, on va mettre maintenant sur table la question principale du jour, parlant de l'impact de la politique budgétaire sur le développement économique et social d'un pays. Oui, je crois que je l'ai brossé un peu déjà. Oui, justement. En fait, on nous parle ici de l'impact de la politique budgétaire sur le développement économique et social d'un pays. Et le budget, comme je l'ai dit, c'est un outil de développement. Et lorsque vous voulez, par exemple, mettre sur pied une politique de développement, vous pouvez passer par une politique de relance budgétaire. Et ça, je l'ai dit tout à l'heure. Elle consiste à mettre l'accent sur la demande globale, qui représente la somme de la consommation et de l'investissement. Une augmentation importante de cette demande globale devrait entraîner aussi le plein emploi, c'est-à-dire la consommation. Des embauches un peu par-ci, un peu par-là. Donc une politique budgétaire, j'allais dire expansionniste, entraîne justement une augmentation du niveau de la demande globale. Et cette augmentation, au risque de me répéter, a des répercussions sur le sort du commerce extérieur. Et dès lors que ces deux paramètres sont remplis, sont effectifs, on a une variation largement positive du niveau de la production nationale. Et donc, si cette production nationale est effectivement positive, c'est qu'on a une politique de développement qu'on peut mettre sur pied. Alors, je le disais, une hausse importante de la production nationale entraîne une variation importante du taux de croissance macroéconomique. Et si vous avez un taux de croissance macroéconomique important, j'allais même dire plus que cohérent, et cela devrait vous permettre en tant que dirigeant, en tant que gouvernement, de développer votre politique en matière de politique économique et financière. C'est-à-dire que vous devez mettre sur pied des infrastructures, des routes, des hôpitaux. Et puis, vous devez aussi aider votre population, surtout celle qui est la plus vulnérable. Vous devez mettre sur pied des politiques pro-pauvres, voilà, destinées essentiellement, c'est vrai à tout le monde, mais en particulier aux pauvres. Okay. Et donc, tout ça rentre dans le cadre du développement économique, social et j'allais même dire financier. Est-ce qu'on prend en compte aussi dans ce microcosme-là la question de partage des fruits de la production également? Ah oui, lorsque je parle
des pauvres. Et justement, c'est du partage des fruits de la production nationale. Mais c'est pourquoi, lorsqu'on veut parler de développement, on ne devait pas mettre de côté l'indice de développement humain. On en a parlé ici. Et j'ai dit que l'indice de développement humain contenait deux parties. Il y a une partie qui mettait l'accent sur le PIB par habitant. Mais on ne devrait pas s'arrêter sur le PIB par habitant. On devrait aller un peu plus loin et voir comment est-ce que l'État, comment est-ce que le gouvernement s'occupe de sa population. Est-ce que la population a droit à profiter, par exemple, de tout ce qui est hôpitaux, et de tout ce qui est éducation et autres. Mais ce sont tous ces points qui viennent pour combler l'indice de développement humain. Et cet indice-là devrait être en réalité effectif, parce que c'est entre 0 et 1. Mais on le fait en termes de pourcentage. Alors, les pays en Afrique, par exemple, dont l'indice de développement humain est un peu plus élevé, ce sont les pays de l'Afrique du Nord. D'accord, on revient sur la question des politiques budgétaires. Qu'en est-il de celles restrictives? Oui, lorsque vous faites une politique budgétaire expansionniste, cela peut entraîner d'une manière ou d'une autre l'augmentation des investissements. Alors si cette augmentation des investissements ne relève pas d'un endettement, mais si ça relève par exemple d'une augmentation de la masse monétaire en circulation, et ça veut dire que cette masse monétaire en circulation n'est pas garantie par, j'allais dire, au niveau de la balance des paiements, par des devises. Alors, de tels fonds, nécessairement, doivent entraîner ce qu'on appelle un taux d'inflation, qui peut même être galopant. Donc, lorsque vous êtes à ce stade-là, vous devez alors mettre sur pied une politique budgétaire restrictive. Celle qui consiste, par exemple, à réduire la demande globale, c'est-à-dire les investissements auxquels on ajoute la consommation. Ce niveau-là devrait être largement réduit, et puis on devrait chercher à augmenter le solde du commerce extérieur. Cela pourrait permettre alors de réduire le taux d'inflation qui entraîne le pays vers une crise économique et financière, qui ne dit pas son nom. Et tout à l'heure, vous parliez de taux de croissance macroéconomique. En quoi est-elle importante, voilà, cette augmentation du taux de croissance macroéconomique en matière de développement économique, justement? Oui, c'est ce que tous les pays du monde recherchent. Lorsque vous n'avez pas un taux de croissance macroéconomique qui est important, qui augmente chaque année, c'est que vous avez mis sur pied des politiques économiques et financières qui entraînent des résultats qui ne sont pas probants. Ce sont des politiques qui sont certainement qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas bonnes. Donc, en tant que pays, ce qu'on recherche, c'est une hausse assez importante du taux de croissance macroéconomique. Une hausse importante du taux de croissance macroéconomique entraîne nécessairement une augmentation du niveau de la richesse nationale. Sur la question, M. Nozon, nous sommes en train de terminer notre émission, mais qu'est-ce qu'on peut retenir justement sur l'impact? Alors, merci madame. Le budget, comme je le disais tantôt, on dit d'un budget qu'il est national. Voilà, et pour qu'il soit correct, pour qu'il soit cohérent, il faudrait d'abord respecter ces différents principes dont on a parlé tout à l'heure. L'annualité, l'unicité, l'universalité, la spécialité, etc. etc. Et en plus, lorsque vous avez des politiques économiques et financières qui mettent l'accent sur le développement, c'est que vous allez certainement, dans le cadre de votre budget qui est prévisionnel, augmenter vos dépenses. Vous voulez peut-être construire des ponts, des hôpitaux. Vous voulez développer des écoles à travers votre pays. Et si vos recettes ne sont pas importantes et que vos dépenses dans le cadre des prévisions budgétaires que vous avez faites sont largement supérieures à vos recettes, vous êtes obligé de vous endetter. C'est ce qu'on appelle le déficit budgétaire. C'est ça. Ce déficit budgétaire, pour entrer dans le processus de développement économique, social et même, j'allais dire, financier,
devrait être géré de la manière la plus cohérente qui soit. C'est-à-dire que lorsqu'on veut construire un pont, mais il faut construire ce pont. Et si les fonds sont là, il faut le faire. Il ne faut pas remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le développement, il est réel lorsque, dans le cadre de vos projections, vous vous occupez de votre population. Voilà. Lorsque vous ne vous occupez pas de votre population, c'est-à-dire surtout de ceux qui sont considérés comme pauvres, c'est que le développement, il est partiel. Il est partiel, c'est-à-dire vous le faites seulement pour une certaine partie de la population, alors qu'on doit le faire pour toute la population tout entière, qu'elle soit riche ou pauvre. Mais on devrait mettre beaucoup l'accent sur les plus pauvres parce qu'eux aussi, ils doivent profiter de ce développement. Et s'ils n'en profitent pas, bien entendu, on pourra le remarquer au niveau de l'indice de développement humain. Alors donc, c'est un peu ça le budget. Et un budget, il peut être, comme on l'a dit, expansionniste. Généralement, il est expansionniste. C'est-à-dire, il permet à l'État d'être endetté dans les normes, c'est-à-dire conformément au taux qui est universel d'ailleurs, qui est un taux de 3%. Et puis, lorsqu'il s'endette, il faudrait effectivement qu'il réalise ce qu'il a bel et bien voulu réaliser dans le cadre des prévisions budgétaires. Et c'est comme ça que ça se passe au niveau des pays développés. On ne remet pas à demain ce qu'on a aujourd'hui, une politique pour laquelle on a tous les moyens. Lorsqu'on remet à demain une politique pour laquelle on a tous les moyens, mais bien entendu, vous ne pourrez que régresser dans le cadre de la gestion de vos politiques économiques. Mais est-ce que ce n'est pas par ordre de priorité Oui, bien sûr. Ce n'est pas ordre de priorité. Et c'est pourquoi je dis que pour se développer, il faut respecter toutes les priorités. Si on n'a pas les moyens, ça c'est un autre, disons, c'est d'autres principes qu'il va alors falloir mettre sur pied. C'est vrai que certains, quand ils n'ont pas les moyens, ils essaient de s'endetter davantage. C'est pourquoi ils arrivent à percer le plafond du déficit budgétaire. Mais cela n'est pas conseillé. Lorsqu'on veut se développer, il faut respecter tous les principes du budget. Il faut respecter le taux de déficit budgétaire qu'on s'est alloué, volontairement d'ailleurs, qui est de 3%. Et puis, je n'ai pas fini. Oui, et lorsque vous voulez aussi vous développer, lorsque vous sentez que votre budget, tel que vous l'avez mis sur pied, il est tellement expansionniste qu'il est en train d'entraîner ce qu'on appelle une inflation galopante. Mais il faut passer à une politique budgétaire restrictive, au lieu de mettre sur pied, au lieu de continuer forcément avec la politique budgétaire expansionniste. Voilà qui est clair sur la question de l'impact de la politique budgétaire sur le développement économique et social d'un pays. Merci bien, Monsieur Nodron Faustin. Je vous en prie, madame. Merci à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt.